Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 28 septembre 2021, dont voici les principaux titres. Le gouvernement devait s'atteler à la sécurité de la population avant tout autre engagement. C'est la recommandation du président de la PARSEM. Il réagit à la situation d'insécurité qui prévaut ces derniers jours dans le pays. La coalition CBDDH-Vicar demande au HCR de reprendre l'assistance scolaire des enfants burundais réfugiés en République démocratique du Congo. Leurs parents n'ont pas les moyens, insistent ces défenseurs des droits humains dans les camps des réfugiés. Et le port de masque est obligatoire depuis aujourd'hui dans certains lieux publics de la commune Rumongue. L'administrateur communal a sorti un communiqué irrelatif. Nous allons également en parler au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page de sécurité pour commencer. L'explosion d'une grenade a fait un mort hier soir au quartier Ruziba dans la zone Kanyosha, commune Muha. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. 3 personnes se disputaient suite à une dette non remboursée, ce qui serait à l'origine du jet de la grenade en question. Éloge Kwizera. Cette grenade qui a emporté la vie d'une personne a été lancée à l'endroit appelé Kukibembe dans un bistrot. Les informations en provenance de cet endroit où cet incident a eu lieu indiquent qu'à l'origine, c'était des disputes entre des personnes à cause d'une dette non remboursée. Par la suite, ces disputes se sont aggravées jusqu'à ce que l'un jette une grenade qui a tué une personne, faisant aussi des blessés, comme témoigne cet habitant. Tout a commencé dans un bar où l'on vend de la bière. Il y avait un homme qui était venu réclamer son argent au chef de la famille de cet endroit. Dans ce bistrot, il y avait un policier et une autre personne qui prenait un verre de bière. Par la suite, l'homme qui était venu réclamer son argent a commencé à se disputer avec toutes ces personnes qui étaient sur place. Il voulait savoir où est le père de famille. Quand le père de famille est sorti de sa maison, les disputes ont continué jusqu'à ce que celui qui était venu demander son argent lance une grenade qui a emporté la vie d'un enfant qui jouait juste à côté et 3 autres ont été gravement blessés. Les habitants de Ruziba font savoir que cette grenade a blessé également celui qui a lancé. Ce dernier a été appréhendé par le militaire qui était dans les environs alors qu'il essayait de fuir. Même si l'auteur de cette tragédie a essayé de fuir, il a été arrêté par les militaires qui étaient dans les environs quand il essayait de monter dans un bus. En plus, l'auteur a été aussi blessé par cette grenade. Quant au policier qui était sur le lieu du crime, il a dit que lui aussi a essayé de fuir, craignant d'être accusé que c'est lui qui a lancé cette grenade. Mais le seul conflit était la dette que l'un demandait à son prochain. Mais c'est la personne qui réclamait son argent qui était venue avec cette grenade. La localité de Ruziba est la 4e localité où des grenades ont été lancées à mairie de Bujumbura dans une période d'une semaine. Une autre personne a été tuée par balle la nuit dernière. Cette fois-ci, c'était sur la colline Chombo, commune et province Muramvya. Pierre Claver Niraniwagira, âgé de 37 ans, a été assassiné tout près de son domicile par des personnes non identifiées. Pierre Claver Niraniwagira a succombé à ses blessures en cours de route alors qu'on le conduisait vers une structure de santé à Bujumbura. Les auteurs de l'assassinat ont volé à la victime une somme d'argent non déterminée. À propos de cette situation d'insécurité qui prévaut dans le pays, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités a réagi. Selon la PARSEM, le gouvernement devait s'atteler à la sécurité de la population et du pays avant tout autre engagement.
Le président de la PARSEM, Faustin Ndikumana, avance 3 critères dont le gouvernement devait tenir compte pour la promotion de la sécurité des citoyens. D'abord, c'est regrettable et nous saisissons l'occasion pour condamner avec la plus grande énergie de tels actes ignobles. Mais quand des questions sécuritaires se font sentir avec une ampleur visible, et le gouvernement pourrait prendre des mesures basées sur ces 3 axes. D'abord, il y a ce qu'on appelle les mesures mécaniques. Face au problème de la sécurité, le gouvernement doit prendre des mesures mécaniques. Ça veut dire augmenter le nombre de policiers, donc les moyens humains et matériels pour faire face aux problèmes de la sécurité. Le nombre de policiers, l'équipement policier, la capacité de faire des enquêtes, et donc la formation. Donc faire face de façon mécanique aux problèmes sécuritaires avec des moyens suffisants. Alors là, c'est l'affectation budgétaire qui est interpellée parce que, qui est appelée à contrer parce que il faut analyser au niveau budgétaire si le gouvernement ne pourrait pas et ne serait pas en train d'injecter des fonds dans des dépenses, dans des actions où il n'est pas efficace, où ce n'est pas prioritaire. Voir si vraiment l'affectation budgétaire est bien assurée pour que les missions régaliennes de l'État soient remplies. Et après, alors, il y a aussi, deuxièmement, les mesures politiques. Après avoir doté la police des moyens suffisants, il faut faire des enquêtes, des études pour voir les mobiles et surtout qui causent l'insécurité. Par exemple, notre simple analyse à notre organisation, nous avons déjà constaté que les problèmes les mobiles et de l'insécurité au Burundi seraient dans ces axes suivants. Il y a l'insécurité liée aux problèmes fonciers. Il y a l'insécurité liée à la pauvreté, l'escroquerie, les gens qui s'entretuent suite à l'escroquerie, et il y a la criminalité liée au vol à main armée, il y a la sorcellerie, et il y a l'intolérance politique, il y a le mécontentement, des injustices ici et là, de se sentir exclu, l'exclusion, que ce soit le type d'exclusion. Donc, après ces enquêtes, ces études, le gouvernement parvient à voir les mobiles sur lesquels il faut agir pour le renforcement de la sécurité. Là, je dis au niveau des mesures politiques. Et après, on fait une sensibilisation à grande échelle sur vraiment la dignité de l'homme, la valeur de l'homme. Au Burundi, vraiment, la dignité de l'homme, vraiment, ça commence à nous échapper. Et la dignité de l'homme, ça commence à nous échapper. Il faut une sensibilisation à grande échelle et annoncer des sanctions sévères à l'encontre des personnes auteurs de crimes, d'élimination des vies et des personnes. Et je crois que même des fois quand ces grâces présidentielles sont décrétées, il faut à un certain moment une loi qui exclut les gens qui ont tué les autres et de bénéficier d'une grâce présidentielle. Et je crois que si on renforce cette sensibilisation aussi avec un avertissement sévère, de sanctions sévères en encontre de ceux qui se rendent coupables de tels actes, ça pourrait encore diminuer. Et aussi, il faut que la sécurité soit débattue à la base, au niveau des quartiers. Il faut que ça s'organise au sein de leur quartier parce que ça, ils connaissent les réalités du quartier pour une synergie d'action au niveau de la sécurité. Et aussi appeler les Burundais vraiment, maintenant les canaux de communication ont été multipliés, les réseaux sociaux existent, donc d'exprimer leurs problèmes et pour que la société puisse s'en occuper, créer une dynamique de recherche des solutions idoines aux problèmes exprimés. Voilà, c'est Faustin Ndikumana, le président de la PARSEM. Ce journal sera disponible sur la page Facebook de la RPA Idjwi Diabanyagihugu, sur YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA.
Un membre du parti CNL de la zone Chombo en province Muramvya est introuvable depuis la fin du mois d'août. Il a été arrêté par un policier du poste de police de la même zone. Ses proches craignent pour sa sécurité. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Jean-Paul Nakilutimana est le nom de cette personne qui a été amenée par un policier prénommé Poncien, surnommé Mngarabu, du poste de police de la zone Chombo. Selon la source de la RPA, c'est un motard. Il a été arrêté alors qu'il faisait la prière tout près de chez lui. C'est un motard. Il est marié et père de 2 enfants. Ils l'ont arrêté alors qu'il priait avec ses autres camarades adventistes. Il a été emmené par un policier prénommé Poncien qui travaille au poste de police se trouvant en zone Chombo. Il a été accusé d'avoir envoyé via son téléphone des messages avec des contenus politiques alors qu'il avait déjà déclaré qu'on le lui avait volé. Depuis le 21 août cette année, aucune trace de lui. Sa famille demande de savoir où il a été conduit. Ils ne l'ont même pas emmené au cachot de la zone Chombo, ni dans un autre cachot de Muramvya. Il a été conduit à bord d'un véhicule de la documentation de Muramvya qui était au centre communément appelé Kukilinzi. Ceux qui ont vu ce véhicule indiquent qu'il a pris la direction de Bujumbura. Depuis le 21 août, son père est allé chercher partout, dans les cachots de Bujumbura, mais il ne l'a trouvé nulle part. Sa famille ne sait pas où est le leur, car ils ont cherché partout mais en vain. Ils ne savent pas s'il est encore en vie ou pas. Jean-Paul Nakilutimana a été arrêté 2 semaines après que son téléphone lui a été volé. Sa famille ainsi que ses voisins trouvent ces accusations contre lui mensongères. Ils craignent par contre qu'il n'est victime que de son appartenance politique. Ils demandent alors que le leur soit au moins traduit devant la justice. Un autre militant du Congrès national pour la liberté est introuvable à Muhanga depuis hier. Il s'agit d'un responsable de la jeunesse de ce parti dans cette commune de la province Kayanza. Il a été arrêté alors qu'il répondait à une convocation de l'administrateur communal. Sa famille demande d'être informée sur le lieu de détention du sien. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ce responsable de la jeunesse du parti CNL en commune Muhanga de la province Kayanza s'appelle Lievenda Ishimiye. Les informations fournies par les habitants de cette commune font savoir que ce lundi vers 9h, Lievenda Ishimiye s'était rendu au bureau communal puisque l'administrateur lui avait signifié avoir besoin de lui. Arrivé sur le lieu, il a été intercepté par un certain Ferdinand Habimana en complicité avec Lambert Ndouimana, administrateur de la commune Muhanga. Ils l'ont alors embarqué dans un véhicule qui s'est ensuite dirigé vers la commune Rango de cette province. Pour le moment, ni les membres de sa famille, ni ses proches, personne n'est au courant de sa destination. De plus, ils disent l'avoir cherché dans tous les cachots, mais sans succès. Ils demandent donc à l'administrateur communal de leur montrer le leur. Les membres de la famille de Lievenda Ishimiye s'étonnent également du comportement de cette autorité qui était censée être le garant du bien-être de la population sous sa responsabilité, mais qui actuellement commence à enlever des gens. Nous avons tenté de joindre Lambert Ndouimana, administrateur de la commune Muhanga, mais il était injoignable. Dans cette même province, une liste de personnes qui sont recherchées aurait été élaborée dans une permanence du parti CNDD-FDD. Une liste qui aurait été confectionnée par le responsable de ce parti au niveau de la province Kayanza, le chef du service national de renseignement et le commissaire de police de cette même province. Parmi ceux qui figurent sur cette liste, la RPA a pu connaître un certain Athanase Mutana qui fut représentant du parti MSD en commune Katara et beaucoup d'autres personnes que l'on ignore les noms. Pour clore le chapitre droits de l'homme, parlons de ce militaire en retraite originaire de la zone Makamba en commune Rusaka qui est détenu au domicile du responsable du service de renseignement en province Mngaro depuis 3 jours. Les habitants de la zone Makamba plaident pour la libération de ce retraité qui n'est accusé d'aucune infraction, disent-ils. Aimable Nishimwe nous en dit plus. Ce militaire en retraite, détenu par le responsable du service de renseignement en province Moalo, qui l'a arrêté en zone Makamba de la commune de Lusaka, est le nommé Dominique Irugoyage. Les informations délivrées par la population font savoir que, dimanche dernier, cet ancien militaire a été appelé au téléphone par le chef de zone Makamba nommé Athanase Mawenayo. Au moment où le retraité allait se présenter devant le chef de zone, le véhicule du responsable de renseignement à Moalo l'attendait et il a aussitôt été embarqué à bord. Son chef de renseignement a
a alors conduit Dominique Irugoyage chez lui où il est détenu jusqu'aujourd'hui. Témoigne l'un des habitants de la zone Makamba. Il a été téléphoné par le chef de zone Makamba. Arrivé au bureau du chef de zone, un véhicule de la documentation y était garé et il a été embarqué à bord. On l'a montré au public hier après-midi, alors que tout le monde était à sa recherche. Jusqu'à présent, il n'est pas encore revenu. Il est toujours détenu au domicile du chef de la documentation et sans aucun motif à notre connaissance. La population de la zone Makamba s'insurge contre cette détention et souligne que la victime entretenait une bonne cohabitation avec son entourage. Il ajoute que Dominique serait tout simplement arrêté pour être un ancien militaire de l'armée régulière. Son prénommé Dominique est un sage qui vivait paisiblement en famille et il vient d'y passer longtemps depuis qu'il a pensionné. Raison pour laquelle nous sommes étonnés de son arrestation. Il était parti aisément répondre à l'appel du chef de zone sans inquiétude. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre le chef de la zone Makamba, mais sans succès. Vous pouvez également recevoir ce journal en intégralité en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 15 12 94 16 348. Tout de suite, nous parlons santé. RPA. Le port de masque est désormais obligatoire à partir de ce 28 septembre dans certains lieux publics de la commune et province Rumongue. C'est du moins l'une des mesures inscrites dans un communiqué de l'administrateur de Rumongue sorti aujourd'hui. La population demande à l'administration que les paroles soient suivies d'actes concrets. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Les églises, les mosquées ainsi que le marché sont les endroits concernés par les nouvelles mesures mentionnées dans le communiqué de l'administrateur de Rumongue. Ces mesures annoncées comme devant entrer en vigueur dès ce mardi sont le port de masque obligatoire ainsi que la disponibilisation des dispositifs de lavage de mains avant d'entrer dans ces lieux. Dans son communiqué, l'administrateur de Rumongue met en garde les commerçants et les clients qui ne porteront pas de masque qui seront sanctionnés conformément à la loi. Ce mardi, premier jour de la mise en application des mesures annoncées dans le communiqué, les habitants de Rumongue révèlent qu'à l'intérieur du marché, le port de masque obligatoire n'a pas été respecté. Cet habitant dit que la situation était comme avant. Rien de nouveau ici chez nous. Moi-même, je ne portais pas de masque et je me suis rendu au marché et je n'ai pas vu des gens qui portaient des masques. Peut-être que ces mesures seront mises en application dès demain. Selon les habitants de la commune de Rumongue, les mesures annoncées par l'administrateur Jérémy Bizimana doivent être accompagnés par des actes pour les faire respecter. Des communiqués annonçant de telles mesures sont sortis à maintes reprises par l'administration. Aussi, il avertit chaque fois sur de probables sanctions à toute personne qui ne respectera pas les mesures, mais aucun suivi n'est fait. Je trouve que ce n'est plus le temps de rédiger tout simplement des communiqués. Plutôt, il faut que l'administration accompagne la mise en application de ces mesures. Il faut donc que l'administration fasse des descentes sur terrain et sensibiliser les gens au respect de ces mesures. Mettons en garde toute personne qui ne respectera pas les mesures annoncées dans son communiqué. L'administrateur de Rumongue a déclaré qu'elle sera accusée de non-respect de la loi. Puisque nous parlons santé, les patients qui fréquentent l'hôpital militaire de Kamenge demandent aux responsables de cet hôpital de sauver l'honneur de cette structure sanitaire. Ils accusent le personnel de l'hôpital de faire régner le clientélisme pour rendre service aux patients. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une des personnes qui ont l'habitude de se faire soigner à cet hôpital. Moi, je voudrais faire un clin d'œil au personnel de l'hôpital militaire de Kamenge. Jadis, l'hôpital militaire avait la réputation d'être un hôpital de référence, un hôpital qui se soucie des malades, un hôpital où on traite équitablement les malades, un hôpital qui ne connaît pas de clientélisme. Mais aujourd'hui, tout a changé. L'hôpital militaire est devenu comme tous les autres hôpitaux. Avant-hier, j'y suis allé, j'accompagnais une personne gravement malade. Ce que j'ai vu est vraiment honteux. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le personnel de cet hôpital.
Si tu n'as pas une connaissance parmi le personnel, il est difficile de bénéficier d'un service quelconque. Un militaire arrive et fait dépasser une connaissance sur le fil d'attente alors qu'il y a d'autres patients qui font la queue depuis des heures. Un infirmier ou une infirmière vient et fait la même chose. Il ne se soucie même pas de l'état de santé d'autres malades qui font la queue. Il suffit que tu aies une connaissance tout simplement, et même si tu te trouves en 30e position, on te fait avancer et tu te fais soigner en première position. On leur conseille de se ressaisir et d'être juste. S'ils commencent à pratiquer du clientélisme dans ce secteur, ce serait un très mauvais signe. Le personnel de la mutuelle de la fonction publique, guichet hôpital militaire, est de son côté accusé de négliger les malades. Ils passent leur temps à bavarder devant les personnes souffrantes qui avaient pourtant besoin de leurs services. Encore une fois, le témoignage d'un des clients de cet hôpital. Le personnel de la mutuelle sur le guichet de l'hôpital militaire, c'est autre chose. Ce personnel s'assoit et ne fait rien que de causer alors qu'il y a des malades qui ont besoin de leurs services. Ils vont et reviennent entre de bureau en bureau sans avoir pitié des malades qui sont contraints à leur attendre. Pire encore, quand ils vont observer la pause. Dans ce cas, les malades devront encore attendre longtemps avant de voir le retour du personnel. Il ne serait pas étonnant d'entendre des personnes qui meurent à l'hôpital, tout simplement suite à la négligence de ce personnel. Si au moins ils pouvaient se relayer. Nous savons qu'ils ont aussi besoin de manger pour pouvoir travailler convenablement. Mais qu'il ne manque pas quand même une personne qui garde le poste. Qu'il n'y ait pas de malade qui manque, ne serait-ce qu'une minute, quelqu'un pour lui servir. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le médecin directeur de l'hôpital militaire de Kamenge ni le directeur général de la mutuelle de la fonction publique. Page gouvernance à présent. Les éleveurs dans différentes provinces du Burundi regrettent le fait que le gouvernement n'a pas honoré sa promesse en rapport avec les mesures d'accompagnement avant la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Ils évoquent entre autres la disponibilité et la vulgarisation des semences fourragères et la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs afin qu'ils s'y préparent convenablement. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Dans la loi 01/21 du 4 octobre 2018 portant stabilisation et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi, cette loi précise les modes d'élevage autorisés, les conditions requises pour bien conduire l'élevage en stabilisation permanente et de tous les animaux domestiques. Tous les éleveurs ont jusqu'au 4 octobre 2021 pour se préparer et il ne leur reste que 6 jours seulement avant la fin de l'échéance. En son article 36, la loi parle des mesures préalables d'accompagnement pour la mise en application de ce mode d'élevage dans le but d'aider les éleveurs de se préparer à ce nouveau mode. À côté de la vulgarisation de cette loi, du renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage ainsi que l'extension du service d'encadrement de proximité, le gouvernement avait accepté de procéder à la disponibilité et à la vulgarisation des semences fourragères, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage et à la facilitation des éleveurs à l'accès au crédit. Toujours dans cette même loi, le gouvernement devait contribuer à regrouper les éleveurs en association et procéder à la détermination des zones publiques d'élevage. Toutefois, selon les informations recueillies auprès des éleveurs dans différentes provinces, ils déplorent le fait que même le peu de moyens qu'ils attendaient auprès du gouvernement, tels que la facilitation à l'accès au crédit et la disponibilité des semences de fourragères, rien n'a été réalisé. Ils demandent à cet effet au gouvernement d'honorer ses promesses et de repousser la mise en application de la dite loi. Les habitants des quartiers Gasenyi et Kinyota de la commune et province Muyinga viennent de passer 2 semaines sans électricité, une situation qui affecte leur vie quotidienne. Les habitants de ces quartiers demandent à la Régie des eaux de régler cette panne dans les meilleurs délais. Le point avec Josiane Mouzaneza.
Les habitants des quartiers Gasenyi et Kinyota de la commune et province Muyinga font savoir que cette panne a commencé depuis le vendredi 17 septembre 2021. Ces habitants disent avoir saisi les représentants de la Régie des eaux en province Muyinga et que ces derniers leur ont révélé qu'il s'agit d'un transformateur qui est tombé en panne. Ces habitants ne comprennent pas pourquoi depuis tout ce temps écoulé, la Régie des eaux n'a pas encore réparé cet appareil. Ici à Muyinga, nous avons deux quartiers qui n'ont pas d'électricité. Ces quartiers qui n'ont pas d'électricité depuis 2 semaines sont Gasenyi et Kinyota. À la Régie des eaux, on dit qu'il s'agit d'un transformateur qui est tombé en panne. Les conséquences de ce manque d'énergie électrique sont déjà remarquables selon ce témoignage. Les conséquences néfastes ne manquent pas parce qu'en ville, l'électricité est primordiale. Les premières victimes sont les coiffeurs, les soudeurs et les vendeurs du lit. Suite à cette perturbation des activités génératrices de revenus, des élèves ont été renvoyés de l'école parce qu'ils n'ont pas payé le Minerval. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le chargé du service commercial à la Régie des eaux en province Muyinga pour qu'il s'exprime sur cette situation. Parlons éducation à présent. C'est un ouf de soulagement chez les parents des élèves de l'école Rumonge Sunrise de la commune et province Rumonge, rouverte après 2 semaines de non-fonctionnement. Ses parents saluent cette décision du ministère de l'Éducation de réautoriser les activités de la dite école, mais demandent aux décideurs d'analyser toujours la portée de leurs décisions. Les détails avec Elvis Nyomungere. C'est par la correspondance ministérielle numéro 6375/2021 du 24 septembre de cette année que l'école Sunrise a été autorisée à reprendre les activités. Les parents des élèves de cette école saluent cette décision de réouvrir cette école car ils ne savaient pas quoi faire après la fermeture de la dite école. Nous, les parents d'élèves de l'école privée Sunrise School, sommes très contents de cette décision ministérielle qui autorise l'école à reprendre les activités. Nous étions désespérés de voir que nos enfants n'aillent pas à l'école, mais c'est très bien qu'ils ont commencé leurs études ce mardi. Ces parents demandent au ministère de l'Éducation et aux responsables des écoles de s'associer du bien des élèves lors des prises de décision et que les élèves n'en soient plus les victimes. Nous demandons que lorsque les décideurs veulent prendre des décisions, qu'ils prennent conscience des conséquences, car 2 semaines à la maison pour les enfants ne peut pas passer sans conséquences. C'est une perte et pour les parents et pour les élèves, ça nous a vraiment tous déstabilisés. Même si l'école Sunrise School a été réouverte, dans cette correspondance, le ministre demande aux responsables de cette école de reformuler la demande d'agrément avant la date du 31 décembre de cette année. Cette autorisation de reprendre les activités souligne que l'école n'a pas droit d'accueillir de nouveaux élèves à part ceux de la première année primaire. L'école Rumonge Sunrise School compte 400 élèves de la première année primaire à la 9e année. Clôturons cette édition par la page réfugiés. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés, CBDDH Vicar, demande au HCR de reprendre l'assistance scolaire des enfants burundais réfugiés en République démocratique du Congo. Dans une correspondance adressée aux représentants du HCR en RDC, cette coalition indique que cette mesure suspendant le paiement des frais scolaires de ces enfants a créé beaucoup de problèmes dans des familles des réfugiés car les parents n'ont pas les moyens. Écoutez Léopold Charangabo, c'est le vice-président de la coalition CBDDH Vicar. Nous avons adressé cette correspondance au représentant du HCR au niveau du Congo pour lui montrer les conséquences causées par la décision prise par le HCR de suspendre les frais scolaires pour les enfants des réfugiés burundais en République démocratique du Congo. Les conséquences sont nombreuses. Par exemple, plusieurs enfants ont abandonné l'école parce que les parents ne sont pas capables de payer les frais d'or des enfants. Certaines familles ont dû prendre la décision de rentrer malgré les sécurités qui persistent au Burundi. Parce que c'est très difficile pour les parents de rester dans le camp de réfugiés avec les enfants sans avenir. C'est pour cette raison que ces parents prennent le risque de rentrer. Le HCR sait déjà que les réfugiés ne sont pas capables de payer les frais scolaires.
Prendre alors une décision pareille, c'est soutenir le rapatriement forcé. Nous avons rappelé le HCR qui doit respecter les conventions relatives aux droits de l'enfant de 1989 et la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Nous prenons alors cette occasion pour exhorter les pays partenaires du HCR de ne pas abandonner ces enfants réfugiés parce que l'éducation est un élément clé pour la réponse à la crise internationale. Voilà, c'est par cet appel lancé par Léopold Charangabo, le vice-président de la coalition CBDDH Vicar, que nous mettons en point final au journal du 28 septembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.